Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Etienne Ngandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, l'actualité semble toujours être dominée par le dernier accord qui a été signé à Nairobi entre le gouvernement congolais et le M23. Et tout semble dans la lecture. Il y a actuellement une espèce de polémique à Kinshasa quant à l'interprétation de cet accord. Et euh, les porte-parole du gouvernement congolais, Monsieur Lambert Mende, ne partagent pas l'opinion de ce qu'on appelle la coalition pour le vrai dialogue, et il a affirmé cette semaine que le gouvernement n'a pas déshonoré la République, hein, que le M23 a été mis à sa place, et que pour lui cette plateforme de l'opposition euh, politique qui est coordonnée par Martin Fayoulou formule des critiques qui sont euh, irrationnelles. Pensez-vous que dans cette situation l'opposition est dans son rôle naturel? Je pense plutôt que le débat tel qu'il se mène a un côté distrayant très prononcé. Il n'y a pas de M23. Il y a une coalition de l'armée rwandaise et de l'armée ougandaise. Ce sont des milices rwandaises et ougandaises qui agressent notre pays avec la complicité de certains membres de ce qu'on appelle chez nous la majorité présidentielle. Et il n'est pas étonnant que certains membres de cette majorité présidentielle essayent de défendre l'accord de la honte qui a été signé à Nairobi. On peut appeler ça déclaration, accord, texte signé séparément, mais ça ne change rien à la réalité de la tragédie que la RDC est en train de connaître depuis les années 90. Pour rappel, n'oublions pas que de l'AFDEL au M23, c'est la même stratégie qui a été utilisée par Museveni et Kagame. Ils créent des milices qu'ils envoient tuer et piller au Congo avec la complicité bien sûr de leurs parents, et eux s'enrichissent. Je ne sais pas si vous avez appris comme moi que les généraux ougandais impliqués dans le pillage de l'Est de notre pays ont offert à leur pays dernièrement entre 390 et 400 millions de dollars de l'or vendu, de l'or qu'ils ont pu prendre à l'Est du pays. Alors, si nous poursuivons le débat sur cet accord de la honte, ça pourrait constituer un gaspillage de temps, d'énergie inutile. Ça peut constituer à la longue un débat qui amuse ceux qui nous restent encore de classe politique au Congo. Cela d'autant plus que Mais monsieur Mbel, oui. mais l'opposition dans ce cas n'est-elle pas dans son rôle naturel? Bon, vous savez que quand on parle de l'opposition dans notre pays, il y a à boire et à manger, il y a des considérations à faire sur le rôle que cette fameuse opposition joue réellement, et qu'il lui arrive de contester ce qui se passe, je dirais qu'elle est dans son rôle. Mais bon, le comble est que la fameuse opposition fait partie du système qui avilit le Congo et précipite son implosion et sa balkanisation. Qu'il y ait l'un ou l'autre qui puisse faire exception, oui, nous pouvons l'accepter. Mais une bonne majorité de cette opposition-là fait le jeu des parrains de l'Ouganda et du Rwanda qui tiennent à la balkanisation et à l'implosion de notre pays. En tout cas, pour Lambert Mende, porte-parole du gouvernement de Kinshasa, ces critiques de l'opposition
sont d'autant plus fausses que les populations de l'Est du pays qui ont subi les affres de la guerre ont démontré leur soutien à Joseph Kabila lors de sa dernière tournée dans cette partie du pays. Et de poursuivre, il dit il faut être aveugle et sourd pour ne pas avoir vu ou entendu les clameurs qui sont montés dans la province orientale, du nord Kivu, du sud Kivu, lors du passage de Joseph Kabila après la victoire militaire sur le M23 et pendant que se préparait la signature de ces deux déclarations. Ils ont réservé un accueil délirant qui dément ces critiques. Qu'est-ce qui vous inspire ce genre de propos? Et attention, ce sont des propos qui n'ont rien à voir avec cette guerre-là, cette guerre de basse intensité en tant qu'événement profond. Hein, je viens de publier sur Congo One un article expliquant un peu ce qu'on entend par un événement profond, comment un événement profond se fabrique. Nos populations n'ont pas toujours la bonne information. Nos populations sont désinformées. Nos populations ont souvent affaire à des rhétoriques faites de fortes doses de propagande imbécilisante. Et nos populations savent maintenant, par exemple, que ces fameuses victoires ne leur ont apporté que viols, pillages et massacres. Hein? N'oubliez pas qu'il y a eu du côté de la province orientale 20 personnes qu'on a retrouvées avec les têtes, qu'on a retrouvées sans tête. Leurs têtes ont été coupées, 20 ou 21 personnes. Et quand vous allez maintenant du côté du Katanga, les Maïmaï Bakata Katanga ont repris leur guerre. Et le pays n'est pas en paix, l'Est n'est pas en paix du tout. Et il y a des informations fiables montrant que à l'Est, nos populations sont toujours victimes des massacres, des violences, des assassinats perpétrés par les collaborateurs des milices rwando-ougandaises qui se sont retirés dans leurs pays respectifs. Prêtez beaucoup trop d'attention à ce qui se raconte à Kinshasa, c'est oublier entre autres que le porte-parole de ce gouvernement-là vient d'un groupe créé par le Rwanda qui s'appelle le RCD. Hein? Ce monsieur-là fait partie du RCD. Mais comme il arrive que nous puissions oublier rapidement, que nous puissions tomber dans l'amnésie rapidement, nous croyons pouvoir faire œuvre utile en écoutant les balivernes que raconte ce monsieur-là. Il faudrait à un certain moment aller notre petit bonhomme de chemin sans prêter trop attention, tout en restant vigilant bien sûr, mais sans prêter trop attention à la façon dont ces messieurs-là se dandinent au pays ou tiennent leurs propos. Comment voulez-vous que la majorité présidentielle, ayant financé le séjour de ces milices ougando-rwandaises pendant les pourparlers à Kampala, puisse finalement les mettre à leur place. Hein? Milices ougando-rwandaises et le gouvernement fantoche de Kinshasa, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Ils travaillent main dans la main pour pouvoir poursuivre l'affaiblissement institutionnel du pays de l'intérieur. Et comment est-ce que eux tirent leur épingle du jeu? Ils s'enrichissent individuellement et c'est fini. Et il n'y a rien à attendre de ces messieurs-là. Joseph Kabila a fait une tournée à l'est du pays et dernièrement on l'a vu également en Mbujimayi. Cherche-t-il à retirer un quelconque bénéfice politique de cette nouvelle donne et si bénéfice politique il y a, que peut-il lui en retirer personnellement? Il n'y a pas de bénéfice politique pour ce monsieur-là. Cela d'autant plus que ce n'est pas lui qui dirige le pays. C'est ça. Et c'est cela qui est amusant. Il est dans un rôle
de bouffon. C'est l'ONU avec M. Kobler qui dirige le pays. Alors dans l'entretemps, il effectue des petits voyages à gauche, à droite pour se mentir à lui-même. Vous vous imaginez un jeune monsieur qui passe tout son temps en train de se mentir à lui-même, en train de croire qu'il est président du Congo, alors qu'il n'en est rien. Ce n'est pas lui qui dirige le Congo. Le Congo est dirigé aujourd'hui par certaines ambassades occidentales, par le responsable de l'ONU, M. Kobler, et puis les militaires, les brigades, les différentes brigades de l'ONU essaient de maintenir tant soit peu la fameuse stabilité du pays. Alors ce monsieur-là, il joue l'un ou l'autre rôle que les véritables responsables du Congo lui confient. Il va à gauche, il va à droite, mais il se ment à lui-même en se faisant passer pour le président du Congo. Et puis, ses amis de la fameuse majorité présidentielle lui donnent régulièrement cette illusion-là. Mais il n'a rien à voir avec la présidence du Congo. Il joue simplement le rôle d'un bouffon. Et c'est dans ce contexte que l'on apprend par plusieurs médias que le M23 recruterait en Ouganda. Et si cela était vrai, pourquoi en ce moment-ci le M23 serait-il dans cette démarche? Mais le M23, encore une fois, je le répète, ce sont des milices ougando-rwandaises qui travaillent avec leurs parrains que nous dénommons l'élite, les minorités organisées en conscience occidentale qui tiennent à mettre le Congo à genoux pour mieux piller ce pays-là parce que les matières premières, les ressources naturelles du Congo profitent à la politique et à l'économie occidentale. Si vous relisez le dernier article que j'ai mis sur Congo One ou l'avant-dernier, vous trouvez que dans l'initiative publique-privée signée à Kinshasa au mois de novembre 2011, il y a au moins 21 entreprises multinationales qui sont impliquées dans l'exploitation des ressources naturelles du Congo au Katanga, dans les Kivu et à Ituri. Alors, pour pouvoir exploiter au maximum ces ressources naturelles, ces entreprises multinationales ont besoin de travailler avec Museveni, Kagame et leurs alliés qui sont au Congo pour que le Congo soit déstructuré, pour que les identités culturelles congolaises soient détruites, pour que le Congo devienne un État fantôme, l'État fantôme qu'il est déjà devenu, pour que le Congo s'affaiblisse davantage de l'intérieur, pour que les divisions entre les Congolais et la haine entre les Congolais soient exacerbées. Alors comme ça, ils peuvent poursuivre, ces élites et les milices ougando-rwandaises poursuivre leur petit bonhomme de chemin sans désemparer. Mais dans l'entretemps, sur terrain, la situation ne s'améliore pas du tout pour la population. Je parle de la situation sécuritaire. C'est dans ce contexte que l'on a appris que le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, a publié un communiqué dans lequel il exprime son profond dégoût et son amertume suite à la découverte d'au moins 21 corps dans les villages de Musuku et Mwenda dans les secteurs de Rwenzori au Nord Kivu. C'est Radio Okapi qui rapporte cette information. Et lui-même, Martin Kobler, recommande qu'une enquête soit ouverte pour faire toute la lumière sur ces graves violations des droits de l'homme. Monsieur Mbel, on a comme l'impression que les Congolais sont un peu comme les dindons de la farce. La MONUSCO est là, on dit que l'M23 est parti, mais au quotidien, la vie
la situation sécuritaire ne s'améliore pas du tout pour nos populations du Nord Kivu. Comment voulez-vous que la situation sécuritaire s'améliore? Euh, Il y a plus que la présence de la MONUSCO sur place. Donc, qu'est-ce qu'il y a fondamentalement? Oui, mais parce que c'est un Ce peu qui, des, oui, ces genres de communiqués, on les entend régulièrement. Ça devient comme une musique qui se répète, oui, hein, régulièrement. c'est un genre de communiqué fait pour cacher la face réelle ou ce que j'appelle de temps en temps avec Alain Badjou, la matrice organisationnelle de ce qui se passe dans notre pays. Et je vais reprendre peut-être quelque chose que j'ai déjà dit il y a très longtemps. Ce qui se passe au Congo, c'est un pillage, c'est une prédation organisée par des élites néolibérales. Les élites néolibérales ne peuvent prospérer que là où elles sèment la mort, la violence et la désolation. Essayez d'ouvrir un peu les yeux. Maintenant qu'elles sont en train d'appliquer les mesures d'austérité dans certains pays occidentaux, la situation est en train de devenir aussi pire qu'au Congo. Nous pouvons nous leurrer en ne regardant pas ce qui se passe réellement. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, comme moi hier, qu'il y a des groupes d'Italiens qui se lèvent pour protester contre l'application des mesures d'austérité dans leur pays. Il y a eu même des Italiens qui disaient hier à la télé qu'ils étaient dirigés par des repris de justice. En France, vous avez vu vous-même comment à un certain moment, les bonnets rouges se sont mis debout pour protester contre ce qui se passe dans leur pays, même si certains critiques ont relevé le fait que ces bonnets rouges étaient aux côtés des patrons qui les exploitaient. Mais je voulais simplement vous dire ceci. Le même système qui a été appliqué pendant longtemps dans notre pays, qui fonctionne à base de la violence, de la mort et de l'insécurité permanente, est en train d'être appliqué aussi au nord. Donc, il y a une petite élite néolibérale avec les cosmocrates, les multinationales, qui travaillent à cette histoire-là. Vous allez dire, Kobler a dit qu'on a tué les gens à chose à l'Est. Mais à Kinshasa, on tue presque chaque jour. Il y a 2 jours, il y a eu un groupe de femmes, 2 ou 3 femmes, qui ont été violées pendant très longtemps à Kinshasa. Elles ont été sorties de leur maison vers 1h, 2h du matin et ne sont revenues que vers 10h. Les infiltrés de ces milices-là, qui sont à Kinshasa et qui sont habillés en policiers ou en militaires congolais, sont en train de faire leur boulot maintenant à Kinshasa même. Ils tuent, ils pillent, ils sèment la terreur. Et dans l'entretemps, on passe des communiqués en disant que tout va bien dans le meilleur du monde. Non. Le problème fondamental, c'est que le système sur fond duquel fonctionne notre pays aujourd'hui, comme il ne permet pas l'égalité des chances, comme il ne crée pas un pluralisme politique, un pluralisme médiatique, c'est un système violent qui ne peut que tuer, qui ne peut que déplorer nos morts, faire allusion à des rapports bidons qui ne seront suivis d'aucun effet, et c'est cela qui se passe réellement. Malheureusement, nous limitons souvent dans nos analyses aux épiphénomènes. Nous refusons d'aller au fond des choses pour questionner le système qui est mis en place dans notre pays, déjà depuis Mobutu, et en passant par la guerre de l'AFDL. Ce système-là perdure. Il n'a pas été touché. Il perdure et ceux qui l'entretiennent sont sur place au Congo
et les tireurs de ficelles sont dans les pays occidentaux et dans les pays voisins du Congo. C'est pas si vous avez appris ce qui se passe maintenant dans certains pays par lesquels ces élites dominantes sont passées. La Libye est à feu et à sang presque chaque jour. Le Sud-Soudan est à feu et à sang. La République centrafricaine est à feu et à sang. Ça, ce sont les effets du système néolibéral qui ne prospère que là où il détruit les identités, là où il crée les états fantômes, là où il crée la mort et la violence, là où il exacerbe les divisions religieuses et ethniques. Et c'est là que ce système va récolter les fruits de sa prédation. On sait bien que chez nous, la seule manière d'enterrer, lorsqu'on parle de créer une commission d'enquête, c'est une manière implicite d'enterrer une affaire. Et cela pose la question de la responsabilité du gouvernement congolais par rapport à tout cela. On a comme l'impression que l'État n'existe plus. Mais, mais je viens de vous le dire, il n'y a pas d'État. La guerre permanente entretenue dans notre pays a cassé l'État. Il n'y a pas d'État. Nous avons un État fantôme. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce n'est pas pour rien que de temps en temps, ces messieurs-là, qui font partie du gouvernement fantoche, c'est pas van. Ils se mentent à eux-mêmes et ils mentent à notre population. Il n'y a pas d'État du tout. Dans les pays où il y a un État qui fonctionne tant bien que mal, des histoires comme ça seraient déjà bannies. Hein? Regardez un peu. Est-ce que vous savez que depuis la mort de Hugo Chavez, le Venezuela a déjà connu des élections municipales qui se sont très très bien déroulées. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais la vie va bon train dans ce pays-là. Ce n'est pas comme... là, on peut encore se dire que c'est un pays qui a un État. Mais chez nous, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'État au Congo. Il n'y a rien. C'est un État fantôme. Mais comment faire pour changer les choses, hein, lorsqu'on sait que chez nous, dans la mentalité, chez le politicien par exemple, il s'est dit ne peut gouverner que celui qui est choisi par l'Occident. Donc, dans ces contextes-là, le peuple ne peut que compter sur lui-même. D'abord, le peuple doit pouvoir compter sur lui-même. Le peuple doit pouvoir se dire à lui-même, peuple congolais, essaie de prendre ton destin en main. Hein? Dans ma langue vernaculaire que j'aime beaucoup, on dirait Mulungu Djakwile, donc si notre peuple ne plaide pas lui-même sa cause, avec des minorités qui sont en train de monter, et si vous relisez mes derniers textes, j'insiste sur le fait que ces minorités doivent pouvoir devenir des minorités organisées en conscience. On peut être organisé, on peut mener des actions par moment, mais si on n'est pas organisé en conscience, si on n'essaie pas de donner du suivi, de planifier ce que l'on fait, de pouvoir dire les défis face auxquels on est confronté, on risque de tourner en rond. Il est plus que temps pour que les minorités congolaises organisées en conscience travaillent avec nos masses populaires, avec les médias alternatifs, en recourant régulièrement à du bouche à l'oreille pour pouvoir remettre sur pied un autre système. Vous savez que souvent nous nous mentons à nous-mêmes quand nous estimons qu'il suffira demain de chasser ceux qui sont au pouvoir fantoche aujourd'hui pour que les choses changent. Nous devons pouvoir aller plus loin et apprendre à nous insérer dans des processus qui promeuvent le changement sur le court, moyen
et long terme et que nous puissions rester pendant longtemps occupés à enrichir ce processus-là. S'il n'y a pas de changement de système, si nous ne sortons pas du système de la mort actuelle pour pouvoir créer une autre matrice organisationnelle de notre société, nous n'irons pas de l'avant. Nous avons beau crier, nous avons beau vociférer et à des antennes comme les vôtres ici, mais si le système ne change pas, rien ne bougera. Donc il y a un travail de fond à faire et ce travail doit être étendu au milieu qui véhicule la culture, comme l'école, comme les églises, comme les universités, comme les familles, comme les communautés de base de nos populations. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons vraiment intérêt à avoir des minorités organisées en conscience qui travaillent même dans les fins fonds de nos villages pour éveiller la conscience de la prise en charge de nos populations par elles-mêmes. Et personnellement, je suis convaincu que nous y arriverons. Très bien. Vous avez publié cette semaine la suite et la fin de votre texte intitulé Kagame, ses parrains et la question des terres congolaises, de l'uranium, de l'union minière du Haut-Katanga, au droit du regard sur les sols du Kivu, de l'Ituri et du Katanga. C'est un texte quand même assez long. Pouvez-vous nous en faire un petit résumé? Le petit résumé est le suivant. De l'usage de 70% de l'uranium du Haut-Katanga dans le bombardement de Hiroshima et Nagasaki par les États-Unis, les élites dominantes de ce pays-là, le pouvoir parallèle et occulte de ce pays-là, a fait du Congo un intérêt permanent, jusqu'à arriver à chercher à ravir aux Congolais et aux Congolaises le droit de regard sur leurs terres de l'Ituri, des Kivu et du Katanga. Donc c'est ce processus-là que j'essaie d'analyser, mais en introduisant des nouvelles notions, les notions que je vais chercher d'ailleurs chez Michel Collomb, chez Jacques Poels et chez Peter Dalscott, qui montrent des notions qui aident à comprendre comment se mènent les guerres en réseau. Donc souvent, les élites dominantes, le pouvoir parallèle et occulte, quand il mène sa guerre en réseau, il nous fait croire souvent que ce sont des guerres civiles, que ce sont des guerres interethniques, et pourtant, ce sont des guerres menées en réseau et des événements profonds, c'est-à-dire des événements fabriqués de toutes pièces, impliquant la collaboration entre certains gouvernements, leurs services secrets, leur police, leur armée, leurs multinationales, et ce qu'on considère habituellement comme étant des criminels. Et c'est ce qui se passe réellement aujourd'hui dans notre pays. Et cet article-là est parmi ceux que j'écris pour partager ma documentation avec les compatriotes qui aimeraient lire. Et je leur recommande vivement un petit livre comme Bush le cyclone de Michel Collomb, un gros livre qui demande beaucoup de concentration comme La machine de guerre américaine de Peter Dalscott, et le livre de Jacques Poels, le mythe de la bonne guerre. Donc ce sont des livres à lire et à maîtriser pour mieux comprendre ce qui se passe réellement dans la région des Grands Lacs africains et voir sur quel pied danser. Sinon, nous rentrons dans le jeu de l'exacerbation de la haine entre nous. Nous commençons à nous voir comme les autres nous voient. À force d'avoir des identités culturelles détruites, nous commençons à croire que nous ne valons plus rien. Nous perdons jusqu'à la fierté d'être nous-mêmes. Nous tombons dans la résignation, dans la fatalité. Et pourtant, en étudiant
ces guerres comme étant des états, des événements profonds. On se rend compte, par exemple, que le pouvoir occulte et parallèle engagé dans ces guerres-là tombe régulièrement dans le délire. Et il lui arrive de confondre le désir de puissance et la réalité sur terrain. C'est ainsi que ce pouvoir occulte et parallèle a été vaincu dans plusieurs pays, à commencer par exemple par le Vietnam. Mais si nous n'arrivons pas à maîtriser ce mode opératoire, il nous sera très difficile de pouvoir le vaincre parce que il a une très grande capacité de travailler pendant longtemps sur les mêmes dossiers. Il a beaucoup de moyens qu'il mobilise. Il mobilise les lobbies, il mobilise les universités et certaines églises. Alors si nous n'avons pas la maîtrise de ce mode opératoire, il nous sera difficile de pouvoir lui opposer une contre-organisation. Très bien. Un mot sur un fait d'actualité, un fait qui domine l'actualité en cette fin de semaine dans la diaspora. Il s'agit, vous en doutez certainement, de l'annulation du concert de l'artiste congolais JB Mpiana. Monsieur Mbelou, sans vouloir aller dans les fonds de cette histoire, intéressons-nous à son épilogue qui réside dans l'arrêté préfectoral émis par les autorités françaises. Certains affirment que son contenu semble consacrer la diaspora congolaise comme un véritable contre-pouvoir. Partagez-vous cette analyse? C'est trop, c'est, l'analyse est trop risquée. Hein. C'est bon de lire calmement cet arrêté-là. Moi, en le lisant, j'ai eu un double sentiment. Le premier sentiment, c'est que les autorités françaises se sont rendues compte qu'il y a une force congolaise qui existe à l'extérieur du Congo et qui agit régulièrement en fonction de ce qu'elle s'est fixé comme objectif. Le deuxième sentiment, c'est que la résistance congolaise incarnée par les combattants me semble être associée facilement au terrorisme. Donc, il y a comme un effort déployé pour criminaliser les combattants et les résistants congolais. Et c'est là que j'ai tiqué un peu, je me suis dit, c'est pas possible qu'il y ait une assimilation de ces combattants ou de certains des actes commis par ces combattants-là au terrorisme. Donc le terrorisme devient de plus en plus un mot fourre-tout et tous les résistants contre les systèmes d'oppression, d'exploitation sont facilement assimilés aux terroristes. Et cela n'étonne pas outre mesure. Vous vous rappelez que jusqu'en 2008, Mandela, qui a été applaudi par les médias dominants il n'y a pas longtemps, et plusieurs chefs d'État et de gouvernement du monde, jusqu'en 2008, Mandela avait été considéré comme terroriste. Hein, vous voyez, j'ai l'impression que nous sommes dans cette logique-là, la logique de la criminalisation de toutes les forces de résistance contre les systèmes d'oppression et d'exploitation. Mais plus globalement sur cette affaire, on a comme l'impression que le pouvoir de Kinshasa a cherché à peser dans cette histoire en soutenant l'artiste ouvertement. Était-ce un moyen pour lui de faire échec à ce qu'on appelle les combattants? Mais il n'y a pas de pouvoir à Kinshasa. Vous parlez de quoi? Il y a des réseaux mafieux au sein desquels certains musiciens fonctionnent. Ce n'est pas un pouvoir. Un réseau mafieux n'est pas un pouvoir organisé. Bon, si vous parlez de pouvoir en termes de pouvoir occulte et parallèle, je vous le concède. Mais il n'y a pas un pouvoir au sens classique du mot qui voudrait peser dans je ne sais quelle balance pour que cet artiste-là
réussisse son défi contre les résistants et les combattants congolais de l'extérieur. Ces gens-là agissent toujours ou souvent en réseau. Regardez ce qui est en train de se passer, c'est plus ou moins ceci. C'est par le chant que nous avons, que le Congo a réussi après à mettre fin, a aussi réussi, il n'y avait pas que le chant, à mettre fin à la deuxième guerre du Rwanda et de l'Ouganda chez nous, après le début de la guerre du 2 août 1998. Mais n'oubliez pas qu'à ce moment-là, il y a eu un chant Tokufapona Congo. Je crois, ou je postule que ceux qui se sont rendus compte à ce moment-là que le chant est mobilisateur ont essayé d'attirer les artistes, plusieurs artistes musiciens congolais dans leur traquenard pour qu'ils convertissent tout leur chant, même s'il y avait déjà un bon nombre qui allaient dans ce sens-là, pour que leur chant serve beaucoup plus à distraire les Congolais qu'à les mobiliser pour une cause. C'est là que la lutte des compatriotes de l'extérieur à l'endroit de certains artistes et musiciens, c'est là que cette lutte a quand même un certain fondement. La musique adoucit les mœurs, c'est vrai. La musique peut distraire, c'est vrai. Mais la musique doit aussi éduquer et elle doit pouvoir mobiliser. Il faudrait qu'il y ait de plus en plus d'artistes musiciens congolais qui s'engagent dans le sens de ce que Bob Marley a fait, de ce que Alpha Blondy fait de temps en temps, pour que la musique congolaise devienne une musique engagée. C'est là que nos combattants et autres résistants devraient soutenir, par exemple, les jeunes rappeurs qui ont compris cette orientation-là de la musique. Alors maintenant, quand un mafieux musicien participant du réseau de prédation de Kinshasa veut sortir du pays pour aller distraire, moi je ne vois pas comment ce pouvoir fantoche-là peut peser de tout son poids pour que la pilule passe. Hein. Très bien, pour finir, un mot sur Eugène Diomine Ndongala et d'autres prisonniers politiques à Kinshasa, comme Coutinho Fernando par exemple, qui ne fêteront pas, hélas, cette année, une fois de plus, Noël en famille. Quelle pensée pouvons-nous avoir pour eux, Jean-Pierre Mbello? Je vais peut-être vous étonner. Une pensée de lutte, tout simplement. Hein? Personnellement, je suis content que jeune de Mindongala puisse écrire de temps en temps des lettres à partir de la prison. Et vous savez, ces deux-là, comme certains autres dont nous ne connaissons pas les noms, constituent, malgré leurs limites, des références. N'oubliez pas que Coutinho fut parmi les premiers Congolais à lancer cet appel « Sauvons le Congo ». Comme le Congo est en danger, et en danger permanent, avoir ces fils et filles qui se lèvent pour dire « Sauvons notre terre-mère », cela est très important. Et voilà pourquoi ce symbole de l'appel au salut du Congo a été mis de côté. Il a été soupçonné comme étant très dangereux. Vous savez que c'est un pasteur. Le pasteur a une grande capacité de mobilisation des masses s'il veut mettre cette capacité-là au service de notre pays, de son pays. Hein, vous voyez ce qui est arrivé, par exemple, avec Alain Moloto. Hein, il avait une telle capacité de mobilisation des masses, il avait une telle capacité de faire passer certains messages dans les masses que le réseau mafieux opérant dans notre pays a trouvé qu'il fallait mettre fin à ces jours. Mais, on ne met jamais fin aux jours des grands messieurs. Ils finissent toujours par rebondir. Coutinho peut être en prison et même mourir en prison. Un autre Coutinho naîtra.
Cela d'autant plus que le Congo compte au moins 70 millions d'habitants et sa population est majoritairement jeune. D'autres Koutino naîtront. Il en va de même de Djomi. Nous ne leur souhaitons pas un malheur. Nous voulons qu'ils vivent et qu'ils vivent assez longtemps pour voir quelques fruits de leur lutte. Mais, cela étant dit, ces messieurs-là, là où ils sont, devraient savoir qu'ils sont les combattants de la liberté et on ne laisse pas les combattants de la liberté se pavaner dans les rues comme si de rien n'était. Non. C'est plus ou moins aussi signe que les véritables politiciens ne courent pas les rues à Kinshasa. Il y en a certainement, quelques-uns, mais s'il y avait des véritables politiciens à Kinshasa, on ne les laisserait pas courir les rues et prendre la parole en public comme certains essaient de nous le faire croire. Non, une pensée de lutte à l'endroit de nos deux compatriotes. Nous les confions aux deux de nos ancêtres dans nos prières au quotidien, mais nous devrions aussi de plus en plus penser à la façon dont nous devrions encadrer certains d'entre nous quand il arrive qu'ils portent les conséquences néfastes de la lutte. Est-ce que ça suffit que de parler d'eux comme nous le faisons maintenant au cours d'une émission où il faudrait créer des mécanismes qui nous permettent de pouvoir avancer dans la lutte pour qu'ils sortent des cachots où ceux qui les ont mis devraient être. Donc c'est le monde à l'envers. Très bien, merci beaucoup M. Mbelou et à la semaine prochaine. Merci bien M. Etienne Nandou et à la semaine prochaine.